Ça y est, une nouvelle année commence. Une nouvelle année sous couvre-feu, mais qu'on a aussi envie de couvrir d'espoir. Peut-être même de changement, d'idées. Peut-être en cette nouvelle année pourrions-nous réfléchir à notre façon d'envisager le monde, à notre rapport à l'espace et au vivant. Alors pour entamer ce nouvel élan, nous aimerions partager avec vous le message de Victor Noël, un jeune adolescent fervent défenseur de la biodiversité. À 15 ans, Victor Noël est l'auteur du livre Je rêve d'un monde, publié aux éditions Delachaux et Nestlé. Cet âge donc, en apparence innocent, est en réalité empreint de sagesse et de raison. Avons-nous déjà repensé notre rapport à la biodiversité? Faisons-nous réellement attention à ces petites choses, que dis-je, à ces 77 millions d'espèces vivantes qui nous entourent, respirent, grandissent et qui font la différence? Car c'est sur cette remise en question que Victor Noël insiste, celle qui nous fait regarder la nature et ses êtres vivants différemment, celle qui nous invite à redécouvrir notre façon de vivre, et enfin celle qui peut nous amener à nous réinventer en ce début d'année 2021. Alors, pourquoi voulez-vous couper les mauvaises herbes? Salut Samy, aujourd'hui on accueille Victor Noël, un jeune adolescent de 15 ans passionné et défenseur de la biodiversité. Victor Noël, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Toi, la biodiversité, c'est ta came. Tu es engagé pour elle à travers ton blog, ta chaîne YouTube et tes apparitions qu'on a vues sur les plateaux télé. Mais qu'est-ce que la biodiversité? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Ouais, alors la biodiversité, alors le mot parle de lui-même en fait. Il y a bio, donc bio c'est en grec ancien, ça signifie la vie. Et donc la diversité, biodiversité, c'est la diversité de la vie, donc la diversité de toutes les espèces, de bactéries, végétales, animales, etc. Et c'est pas que la diversité des différentes espèces, c'est aussi la diversité génétique au sein de ces espèces, mais c'est aussi la diversité des interactions entre les différentes espèces, la diversité des différents types de pollinisation, de prédation, etc. C'est donc la diversité des différents écosystèmes aussi. D'accord, merci beaucoup pour cette explication. Euh, A priori, tu as un intérêt pour la biodiversité, on l'a vu comme je l'ai évoqué, mais d'où en fait cet intérêt est né? Comment est-ce que tu as eu en fait ce déclic, cette prise de conscience pour la biodiversité? Le déclic, il n'y a pas vraiment eu de déclic, mais c'est venu progressivement. En fait, c'est vraiment venu avec l'observation et c'est vraiment venu en essayant de m'intéresser au monde qui m'entourait, en fait. Avec, par exemple, mon jardin ou la forêt à côté de chez moi où j'observais les oiseaux, les insectes. Et donc, c'est vraiment venu avec le vivant ou avec l'envie d'observer, petit à petit, avec l'observation, j'ai eu envie de m'intéresser peut-être au vivant plus globalement, finalement, avec tous les problèmes qui pèsent sur lui, etc. Mais c'est vraiment venu avec l'observation et l'intérêt que je pouvais avoir d'observer les oiseaux, les fourmis dans mon jardin. Et d'ailleurs, Victor, tu dis souvent qu'il faut apprendre à cohabiter avec ce monde qui nous entoure et qu'il faut laisser plus de place aux sauvages. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Alors, laisser plus de place, donc en tout cas cohabiter avec le monde qui nous entoure. C'est vrai que moi, je trouve quand même que dans notre société, on a une tendance assez anthropocentrique, où finalement, on met l'humain au centre, finalement. Et tout ce qu'on gêne, même s'il y a moyen de cohabiter, et ben finalement doit être détruit. Par exemple, si je prends l'exemple, je sais pas moi, par exemple du renard, le renard, on va le voir comme un nuisible, et dans tous les cas, on cherche pas à comprendre et on va le détruire. Là, on a une perception du monde très anthropocentrique où tout ce qui nous gêne doit être détruit, sans forcément chercher à voir les choses de façon peut-être plus globale, à chercher la cohabitation. Et donc laisser plus de place aux sauvages, bah finalement c'est à la fois apprendre à cohabiter avec les espèces qui nous entourent, à trouver des solutions, mais c'est aussi tout simplement apprendre à laisser plus de place, par exemple, je sais pas moi, dans son jardin, mais aussi à l'échelle plus globale de la société, dans notre façon d'habiter l'espace, de laisser plus de place aux sauvages, au monde vivant, c'est un peu aussi des fois peut-être lâcher prise sur notre emprise de contrôle, de gestion des milieux naturels. Donc je pense que c'est quelque chose de très important finalement. Et c'est aussi peut-être ne plus oublier toutes ces espèces qui nous entourent. Et forcément que quand on leur laisse plus de place, et ben ça laisse aussi
place à nous si on commence à s'y intéresser, à s'y émerveiller. Ça peut être que positif pour nous, humains, aussi, quoi. Mais oui, cohabiter, c'est vrai qu'actuellement, on voit vraiment que dans notre société, la cohabitation avec le monde sauvage, on la recherche pas, même si on sait qu'il y a des solutions toutes bêtes pour cohabiter avec le sauvage, que ça soit avec le renard, par exemple, comme je parlais tout à l'heure. Même si on sait qu'il y a des solutions, on va pas forcément les chercher parce que ça nous est égal de détruire l'espèce en question, finalement. D'accord. C'est vrai qu'on a vu aussi que tu avais employé le terme anthropocentrique. Ouais, selon toi, les humains ont tendance du coup à penser au développement durable en fait que pour notre intérêt futur personnel, alors que toi, si j'ai bien compris, tu penses que il faut bien sûr penser à l'avenir des humains, mais également le faire pour la biodiversité, pour les animaux et la nature, c'est ça? Ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'on a quand même, je pense, je dis souvent peut-être qu'il faut repenser nos liens avec le vivant. Et c'est vrai que dans nos liens avec le vivant, on a peut-être tendance à oublier qu'on est nous-mêmes des vivants finalement et qu'on a nous-mêmes une histoire où on a coévolué avec toutes ces espèces vivantes et on a quand même tendance à oublier qu'en les détruisant, on se détruit nous-mêmes, qu'on détruit nos propres moyens de subsistance, que notre société n'est pas durable et qu'elle ne peut que s'effondrer vu comment elle fonctionne actuellement. Et ça, on l'oublie souvent. Et il faut en prendre conscience et c'est pour ça souvent qu'on parle d'écologie, mais il y a quand même quelque chose que je trouve un peu dommage, c'est que même, c'est qu'on a peut-être trop tendance à voir l'écologie que sur cet aspect-là, du fait que les autres espèces nous sont utiles, avec une vision uniquement utilitariste finalement. Et donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on vit grâce aux autres espèces, mais à côté de ça, il faut peut-être aussi apprendre à respecter le vivant aussi pour ce qu'il est, à respecter les espèces qui nous entourent, non pas seulement parce qu'elles nous sont utiles, et réfléchissons uniquement pour ce qu'elles nous apportent, mais également pour ce qu'elles sont. Et je pense que ça apportera des valeurs vraiment très profondes et fondamentales à l'humanité. Je pense vraiment. Et on voit que c'est possible finalement comme état d'esprit, comme paradigme, je pense, parce que peut-être que d'autres peuples avaient cette vision un peu là, de respect finalement. Euh, je ne sais plus le nom, je crois que c'est les Bishnoi en Inde, je crois, qui ont vraiment un profond respect pour le vivant. Et je pense qu'on doit peut-être s'inspirer de ces modes de pensée, alors peut-être pas jusque-là forcément, mais au moins respecter le vivant pour ce qu'il est, et pas uniquement pour ce qu'il nous apporte, parce que c'est quelque chose de vraiment fondamental. Et d'autant plus qu'il y a un risque maintenant qu'on connaît, et tu t'en as parlé, tu l'as dit, c'est le grand effondrement. C'est en lien aussi avec la sixième extinction de masse qu'on est en train de vivre. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Bon, alors c'est sûr que moi, bon, sur ce sujet-là, je suis peut-être pas forcément du tout la meilleure personne qui pourrait vous en parler. Mais oui, c'est sûr qu'on voit actuellement notre société surexploite énormément les ressources, finalement, où cette surexploitation n'est pas durable, forcément qu'à un moment donné, ça coince et que ces ressources-là, eh ben, on en aura moins accès et ça posera d'énormes problèmes. Il y a ça, il y a aussi le dérèglement climatique dont on est à l'origine, qui va causer d'énormes problèmes dans le monde et qui cause déjà d'énormes problèmes pour beaucoup de populations humaines et pas seulement humaines, beaucoup d'espèces. Il y a aussi justement cette sixième extinction de masse. Et il faut savoir que sans le dérèglement climatique, il y aurait quand même cette sixième extinction de masse. Souvent, on a tendance à réfléchir à l'écologie uniquement en parlant d'émissions de gaz à effet de serre, d'objectifs de décarboner finalement. C'est bien, mais la sixième extinction de masse serait l'effondrement du vivant et de notre société à nous humains serait quand même là sans le dérèglement climatique. Donc cet effondrement que va très certainement subir notre société sera aussi à l'origine de cette sixième extinction de masse, tout simplement parce que les humains, comme j'ai dit tout à l'heure, vivent grâce aux autres espèces qui nous entourent, vivent grâce au phytoplancton dans les océans, vivent grâce aux forêts, aux insectes pollinisateurs, à toutes ces espèces qui nous entourent finalement. Et actuellement, nous sommes en train tout simplement de détruire ces mécanismes, détruire ces fonctionnements écosystémiques, ce monde vivant. On peut parler complètement d'un anéantissement finalement. Et donc, comme on est intimement lié à ces espèces, on peut que subir des énormes répercussions.
Encore une fois, même si cela c'est dramatique, je pense qu'on doit non plus pas oublier que derrière, il y a aussi des espèces qui sont impactées et que peut-être qu'on doit les respecter aussi pour ce qu'elles sont. Je veux dire, l'écologie, enfin, les crises écologiques, ce n'est pas qu'une question de futur. C'est déjà du présent en termes d'impact pour des populations humaines déjà actuellement, mais c'est aussi une question de présent pour énormément d'espèces. Il y a des espèces qui ont déjà disparu. Et en parlant de présent, il y a, j'ai vu que on essaie de faire, enfin, je dis on, mais faire bouger les choses aussi en sensibilisant, etc., mais en portant des actions auprès des décideurs politiques. Et justement, en mai dernier, municipal, avec le collectif Biodiversité, j'agis maintenant, vous avez proposé des mesures aux candidats pour la protection de la biodiversité et certains s'étaient engagés Oui. à ce niveau. Est-ce que 6 mois plus tard, en fait, où on en est de ces mesures-là? Ouais, alors oui, du coup, pendant le municipal, on a justement appelé des futurs maires, des candidats pour les municipales, à s'engager à mettre en place une série de mesures qu'on avait choisies pour la biodiversité, plus directement finalement. Et du coup, il y a parmi les candidats qui s'étaient engagés à mettre en place ces mesures, il y en a qui ont été élus. Et du coup, s'ils respectent leur engagement, ils sont censés mettre en place des mesures qu'ils ont choisies parmi notre liste finalement. Et comme on a fait ça avec un collectif d'associations de protection de la nature qu'on a monté après qu'on a organisé la marche pour la biodiversité, dont j'avais eu l'idée d'organiser en 2019. Et du coup, on essaye de faire en sorte que les associations puissent suivre après les communes dans leur engagement pour leur porter des conseils et voir un peu où ça en est finalement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de mesure qui avait été proposée aux candidats? Ouais, alors comme mesure, il y avait par exemple la mesure de réduire, voire d'éteindre les lumières la nuit, par exemple. Toute cette pollution lumineuse. C'est vrai qu'on maintenant on sait que du point de vue énergétique, ça pose de problèmes et c'est une consommation d'énergie finalement bien souvent qui est utilisée par exemple par des enseignes de magasins ou même des lampadaires allumés la nuit alors qu'il n'y en a pas forcément besoin partout. Et on sait que finalement énergétiquement ça pose problème, mais on oublie aussi que cette pollution lumineuse-là est à l'origine de nuisances sur, par exemple, la faune sauvage, sur, par exemple, des amphibiens, les oiseaux, les chauves-souris, des insectes, beaucoup d'insectes, et même peut-être même le milieu végétal. Et donc, la pollution lumineuse a un grand impact sur la biodiversité. Donc, ça faisait partie d'une mesure qu'on proposait aux candidats de réduire cette pollution lumineuse, finalement. Il y a des communes où c'est fait, il y a des communes, alors je ne sais plus exactement lesquelles, mais il y a des communes où les maires ont choisi d'éteindre les lumières la nuit et je trouve que c'est une action très positive. Et du coup, cette action-là, qu'on a vue principalement politique, m'amène à ma prochaine question. Toi, Victor, tu rappelles souvent que tu n'as pas envie de te hisser en porte-parole, mais que tu as plus envie de sensibiliser. On l'a vu notamment à travers le livre que tu as écrit, Je rêve d'un monde, de tes interventions dans des écoles et aussi voilà, cet engagement politique. Toi, qu'est-ce que tu fais quelle différence fais-tu entre être porte-parole et sensibiliser? Je sais pas, sensibiliser, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut et peut-être doit faire parce qu'on est dans une période tellement dramatique, tellement urgente, tellement catastrophique que tous ceux qui ont, toute personne finalement qui a développé cette conscience peut et doit sensibiliser, je pense, autour de soi. Mais être porte-parole, finalement, souvent on me dit peut-être que toi, tu vois, tu devrais être le porte-parole, par exemple, de l'écologie dans le Grand Est, dans Lorraine. Alors par la force des choses, peut-être que je deviens un porte-parole, mais moi, je ne souhaite pas devenir le porte-parole, et pour moi, il ne doit pas avoir comme ça une personne qui porte-parole comme ça. Je veux dire, tout le monde a des choses à apporter, et j'ai forcément beaucoup moins d'expérience que quelqu'un d'autre, et donc pour moi, oui, peut-être que
j'ai beaucoup de chance d'être comme ça médiatisée, j'ai beaucoup de chance qu'on me donne de la parole et donc j'en profite de cette prise de parole pour faire passer mes messages finalement. Donc je trouve ça vraiment bien. Mais voilà, à côté de ça, je pense pas qu'il doit y avoir comme ça le porte-parole. Je pense que tout le monde a des choses à apporter, tout le monde peut et doit sensibiliser autour de soi. Et voilà, c'est quelque chose qu'on doit faire ensemble finalement. Il y a aussi la question des jeunes qui revient souvent, encore une fois, avec les jeunes, vous êtes là pour éduquer les adultes. Non, les jeunes ne sont pas là pour éduquer les adultes. Mais parmi ceux qui ont développé cette conscience, il se trouve qu'il y a des jeunes qui en font partie. Mais c'est une lutte intergénérationnelle. Il ne faut pas comme ça dissocier les générations les unes des autres. Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'il faille faire. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on doit faire ensemble, collectivement. Et voilà, en gardant à l'esprit que c'est un combat intergénérationnel. Ensemble, tout le monde doit sensibiliser autour de soi. Qu'est-ce que tu as à dire à la communauté étudiante et aux jeunes en général? Alors, je sais pas, mais alors à la communauté étudiante, je sais pas trop. Non, mais le message, en tout cas, encore une fois, que je peux faire, je peux faire passer, mais pas forcément que pour les étudiants, mais pour l'ensemble des citoyens, c'est encore une fois de prendre conscience de la catastrophe qui est en cours. Et ça, je pense que maintenant, on peut plus passer à côté, même si on voit quand même que face aux catastrophes qui s'annoncent, j'ai pas trop l'impression que ça suscite d'énormes inquiétudes, quoi. Mais il faut vraiment garder à l'esprit qu'actuellement, c'est un réel changement sociétal qu'il faut mettre en place, holistique, global de notre système, de notre société finalement, dans tous ces niveaux, dans l'agriculture, partout. Et, et voilà. Et donc à côté de ça, je pense, le message en tout cas que je pourrais faire passer, c'est que cette société plus écologique, on peut pas la mettre en place si on ne repense pas nos liens avec le vivant. Ça, je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est la chose la plus fondamentale. On ne peut pas mettre en place une société plus écologique si on n'apprend pas d'abord à respecter le monde vivant qui nous entoure, à changer nos liens, à changer notre perception du monde vivant et la perception qu'on se donne en tant qu'humain parmi ce monde vivant. Je pense que c'est quelque chose auquel on doit réfléchir et qui est très important. Et puis c'est aussi peut-être une forme d'émerveillement qu'on peut avoir face à ce monde vivant. Je pense que si plus de monde était émerveillé par ce monde vivant, soucieux du monde vivant et prenait plus en considération le monde vivant, eh ben on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Et pour finir, Victor, on a une dernière question à te poser. Tu parles d'émerveillement, on voit que c'est vraiment un sujet qui t'anime et qui te passionne. On le savait déjà, mais là, ça se confirme. Est-ce que tu aurais un plus grand rêve à nous partager? Quel serait ton plus grand rêve aujourd'hui? Ouais, alors forcément, comme j'ai dit, ça serait cette société, cette société peut-être du respect du vivant, mais aussi de la résilience, parce qu'on voit que actuellement, je pense qu'on peut plutôt parler maintenant de résilience, parce qu'on sait que notre société, dans tous les cas, maintenant, elle ne pourra que subir ces chocs-là. Donc, il va falloir beaucoup de résilience, mais encore une fois, sans oublier les autres espèces qui nous entourent. Et donc, la société dont je rêve, voilà, c'est cette société où on peut être basé sur des valeurs peut-être moins superficielles, peut-être moins dans cette notion de toujours plus consommer, mais peut-être dans le lâcher prise et dans justement l'émerveillement, comme je l'ai dit comme je le redis toujours, mais moi c'est quelque chose qui est très important. Donc voilà, mes grands rêves, ça serait justement ce changement sociétal finalement. Un changement sociétal, c'est quelque chose dont tout le monde peut et doit rêver actuellement. Victor, on espère que ces rêves se réaliseront. On est avec toi en tout cas. Et ce que tu mets en relief avant tout, c'est d'apprendre à connaître la nature, changer sa perception. Et ça nous renvoie au pouvoir d'informer, au pouvoir de parler de ça autour de nous. Nous, en tout cas, on l'a fait aujourd'hui avec toi et on espère toucher le plus de gens possible avec des jolis mots. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un véritable plaisir pour nous. Et on... Merci à vous. Merci beaucoup, Victor. Merci à vous.